Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans notre analyse hebdomadaire du marché et du BTC et globalement des crypto-monnaies pour essayer de voir un petit peu où on en est. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être les annonces de la Fed, on va parler un petit peu de cette fin d'année, comment ça va se dérouler et surtout de l'année prochaine, un petit peu ce que l'on a en perspective, la notion de narratif sur les marchés, ce qui est en train de se dérouler aussi en termes d'intérêt sur les crypto-monnaies et la position des crypto-monnaies par rapport à une éventuelle crise. Globalement, je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi, que ce soit techniquement ou non, je suis bullish sur les crypto-monnaies et sur la blockchain d'ordre général, et que globalement, même si on se retrouve dans une crise économique, on peut avoir des sursauts de la blockchain, ou en tout cas une forme de résilience très forte. Je vais vous expliquer tout ça en un minimum de temps. Donc on commence tout de suite avec un graphique dont je vous ai parlé justement cette semaine dans la quotidienne, qui est les mortgages avec justement le taux d'intérêt de la Fed. Alors le taux d'intérêt de la Fed, je vous l'annonce là, il est à 2,50 parce qu'il n'a pas encore été mis à jour, mais donc on est à 3,25, on a monté de 75 points, donc de 0,75%. Alors plusieurs choses. Déjà, premièrement, on va parler d'une notion de narratif tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché avait anticipé donc une hausse des taux depuis déjà un certain temps, on le savait, le décrochage du Nasdaq, entre autres, et des différents indices l'ont montré, c'est un décrochage qui était anticipatif de l'augmentation des taux dû à l'inflation, ce qui est normal, ce qui est logique. Par contre, il y avait dans ce narratif-là, à ce moment, une certaine conscience du fait que la Fed puisse garder les taux élevés pendant un certain temps, mais pas forcément peut-être aussi longtemps. C'est vrai que là, actuellement, il était plus dans une notion de pricing au niveau du marché, quelque chose qui était plus temporaire, avec en tout cas une cassure à la baisse pour maintenir les actions et maintenir l'économie. Donc là, c'est vrai que le discours de Powell a imposé un certain nombre de choses. On le savait déjà depuis un certain temps qu'il a dit qu'il allait justement appuyer sur l'inflation avec l'augmentation des taux jusqu'à ce que l'inflation baisse, mais là ça a été encore plus acté, c'est-à-dire que il a dit que l'inflation serait écrasée par l'augmentation des taux, point, et qu'ils augmenteraient les taux et maintiendraient les taux haut jusqu'à ce que le taux d'inflation diminue. On a un petit peu une optique, on sait que la fin d'année, on va se situer entre 5 et 6% au niveau des taux, plus dans les alentours de 5,5 à déterminer, et globalement, on restera sur ce point palliatif jusqu'à ce que l'inflation descende. Et c'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs ici sur ces points. Donc là nous avons les taux, la relevée des taux. On voit bien que dans cette zone-là, nous avons un palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers. On a toujours une série de paliers sur lesquels on arrête d'augmenter les taux, on reste sur un taux élevé pour faire descendre doucement l'inflation, et surtout qu'il y ait une régulation de l'économie, donc interne ou externe ou mondiale, en fonction de l'état de l'inflation et de la problématique inflationniste qui se trouve. Il faut comprendre que, étant donné que c'est un taux de la Fed, on joue sur la liquidité de la monnaie qui est la plus utilisée mondialement, donc forcément ça a un impact mondial, c'est pour ça que tout le monde regarde ce que dit la Fed, et limite quand il y a une prise de parole de Lagarde, tout le monde s'en... voilà, et on reste justement sur les annonces de la Fed. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que y a une schématique qui a été ressortie, c'est que on a une économie qui est solide. Voilà, globalement, c'est le discours de la Fed, une économie qui est solide. Une économie qui est solide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un taux de chômage qui ne monte pas, on a une inflation qui monte, mais somme toute, voilà, le bilan économique est plutôt ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont continuer à augmenter les taux. Si on a une économie solide, ça veut dire que là, on va aller casser cette économie-là, en montant les taux. Le principe même, c'est-à-dire que là, l'augmentation des taux s'arrêtera à partir du moment où on commencera à avoir une véritable casse. Tant qu'on n'a pas une véritable casse, on va continuer à monter. Et c'est globalement ce qu'a dit Powell. Et il est incapable de pouvoir faire une prévision, parce que il dit qu'ils sont, ils réagissent à l'évolution de l'inflation, et que chaque fois, ils détermineront ce qu'ils ont. Ce qui est un petit peu le cas quand on regarde les prévisions qu'ils avaient justement de cette notion d'inflation, où globalement ils avaient plus une notion sur un an
et 2 ans, donc là-dessus, où on avait une augmentation, puis après on allait statuer pour continuer à descendre de cette façon-là, là on se retrouve sur quelque chose où on va augmenter encore sur cette fin d'année, avoir un palier restrictif et ensuite diminuer. C'est-à-dire qu'il se situe, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près dans les 3%, un petit peu en dessous des 3% à la fin de l'année prochaine, et à 2% à la fin de l'année suivante. Donc ça veut dire que cette année-là, on va continuer à monter, et l'année prochaine, on restera haut, et après on voit bien que la descente, elle peut être très rapide. Hein. La descente, elle peut être très rapide sur la diminution, donc ça veut dire qu'on va avoir une grosse partie de 2023 sur lequel on va avoir des taux élevés. Alors des taux élevés, c'est intéressant, c'est que du coup, ça sous-entend que là, il y a un repricing qui est en train de se faire, d'où le bear rally qu'on est en train de voir, mais qui est normal, en fait, qui est tout à fait normal, et qui est cohérent par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale, et de ce que l'on peut voir à travers l'instabilité politique, l'instabilité d'ordre général géopolitique, alors qui n'est pas que liée à l'Europe, hein, qui est liée aussi aux tensions Chine-Taïwan/USA, avec derrière une diminution de la liquidité du dollar, qui est liée à la récession, qui est liée à l'augmentation des taux, qui est liée à une contraction, justement, économique, lié à un imbalance, à une imbalance entre l'offre et la demande. Donc on a quelque chose qui est en train d'avancer, sur lequel on est en train de structurer les réponses habituelles que l'on a et qui plus ou moins fonctionnent. Donc moi l'idée, ça va être essayer de vous répondre à travers cette vidéo-là, cette grosse introduction, de oui on est en crise, ok, mais quelle est la notion de temporalité, comment on a réagi par rapport aux précédentes crises, histoire de comprendre un petit peu, et ensuite aller se diriger sur les crypto-monnaies, quelle est leur réaction, et quand on compare les crypto-monnaies par rapport notamment aux crises actuelles, est-ce qu'on a quelque chose qui est bon signe ou pas, et je vais vous expliquer pourquoi moi je suis plutôt bullish malgré le contexte, et que justement il y a une notion de narrative qui est très importante. Alors, on va faire un tour sur plusieurs choses. Déjà, on va aller voir le Dow Jones. Dow Jones, qui est un indice qui est très important, parce que c'est déjà un qui est limite le plus vieux, je pense, sur lequel on a le plus de data, et qui permet de voir aussi l'évolution des crises structurelles qu'il y a eu, et surtout si on les met on compare avec la relevée des taux, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et l'évolution que l'on a pu avoir. Ce qui est très intéressant, c'est que là, quand on regarde un petit peu l'état des schémas, là je vous ai mis les temporalités. Les temporalités, c'est quoi? C'est du top jusqu'au plus bas, c'est à peu près, j'ai tiré à peu près, donc entre 900 et 1000 jours. Ici, j'ai pris la zone de neutralité, parce que là c'est une crise qui est encore à part, c'est les années 70-80, très important, sur lequel on a eu notamment une grosse zone de neutralité très très forte, crise très forte qui a duré quand même très longtemps, 5000 jours, hein, on est quand même sur un très très grosse temporalité. Ensuite on a la crise 98, 99, 2000 avec l'explosion de la bulle, et ensuite on a la crise 2008, et ensuite on a l'explosion avec la crise Covid qui a été un flash. Ce qui est intéressant, c'est pouvoir se projeter et de voir un petit peu ce qu'il y a. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la temporalité, on voit que très clairement on a une forme de temporalité et une forme de cassure qui est beaucoup moins grosse que antérieurement, d'accord? Donc on a un marché qui a changé. Après on ira voir le Nasdaq, vous allez voir la grosse différence qu'il y a aussi. Déjà, première chose, c'est qu'on a deux types de crises. On a une crise de neutralité et on a une crise financière liée à un crash. Ok. Là, on pourrait considérer, d'ailleurs, que ces deux crises peuvent être une seule crise de neutralité. D'accord? Si on voulait vraiment jouer là-dessus, on pourrait considérer que ceci est une crise unique de neutralité qui dure 3500 jours au lieu de 5000. Donc, là-dessus, on pourrait le considérer aussi. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici cette chute, pareil, on est dans les 1000 jours à peu près. Et on est dans cette notion de temporalité, mais toujours avec des cassures qui sont bien moindres que ce qu'on a pu connaître. La cassure de 2008, donc, qui était une véritable crise financière purement du système financier avec les subprimes, là-dessus on voit que cette grosse crise financière a entraîné une récession, enfin en tout cas une diminution réelle, pas une récession, une diminution réelle du Dow Jones sur 300 jours, et ensuite on a eu une accélération haussière qui a été assez forte. Mais en termes de temporalité, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, si on se dirige vers une forme de neutralité, on est dans les optiques de 3 ans à peu près, et quand on est dans une crise financière, on est dans les optiques de 1 an et demi. Quand on est sur une petite crise, on est plus dans les 180 jours, on va aller regarder tout de suite sur le Nasdaq.
et ensuite qu'on arrive dans une grosse crise qui entraîne toujours une zone de neutralité, ce qui est logique, étant donné qu'on a toujours une zone de réacclimatation avec des taux qui vont normalement zoner, donc qui vont rester sur un plateau durant cette période-là, où on aura une économie qui va plafonner, qui va rester comme elle est, ce qu'on appelle une forme vraiment simple, et généralement ces parties-là, on va avoir une temporalité qui va être beaucoup plus longue. Alors, au niveau du Nasdaq, on a forcément moins d'informations, mais on a une explosion ici de la bulle qui a été quand même beaucoup plus grosse, beaucoup plus forte structurellement, avec pareil 1000 jours. Ici, la crise des subprimes, on voit que ça a touché quand même bien moins que le reste. On est à 450, oui, on est dans les 550 jours, donc on est globalement sur 2 ans. Voilà, c'est un petit peu l'idée, entre 2 et 3 ans, dans le général, et si on ne regarde pas les petites crises, entre guillemets, comme 2018, comme la crise du Covid que l'on a eu, une petite période de stagnation sur les 2016, bon, globalement on est quand même sur quelque chose qui est assez fort en termes d'accélération haussière. Il a déterminé quelles sont les causes structurelles de cette crise. Les causes structurelles de cette crise, donc c'est lié à l'inflation, oui, ça c'est clairement, on est d'accord, mais à côté, si on regarde un petit peu le narratif qui est donné, donc on va retirer la notion de factuel, on va prendre la notion de narratif, et ensuite on va rattacher le factuel pour donner justement une forme de cohésion et différencier un peu les deux, et comparer les deux. On a un narratif qui est très néfaste, où globalement on a la guerre, on a des tensions politiques très fortes, donc avec notamment la notion de guerre nucléaire, on est dans une crise énergétique très forte aussi, et une crise financière sur laquelle on a une contraction de la liquidité en dollars dans le monde, et donc du coup on est dans une crise financière, sur laquelle on rajoute aussi une crise structurelle économique qui est liée à l'inflation. D'accord ? L'inflation c'est quoi ? C'est globalement un déséquilibre entre la demande et l'offre. Alors, plusieurs choses qui impactent la demande, plusieurs choses qui impactent l'offre. On a le Covid, on a la génération monétaire, mais à côté, on a une baisse d'activité qui a eu durant un certain temps avec une diminution des entreprises. Enfin, globalement, il y a tout un ensemble. J'ai déjà fait une hebdomadaire exprès dessus, je vais pas revenir sur cette notion d'inflation, mais il n'y a pas que l'impression monétaire, d'accord, qui rentre dedans. C'est une crise économique un petit peu globale, donc on a un peu une notion entre les deux qui rentre. Donc on a un narratif qui est quand même très baissier, on a un narratif vraiment qui est très très fort. Ce qui est intéressant, c'est que on avait un narratif, par contre, quand on était ici, et ça c'était valable aussi pour les crypto-monnaies, bien évidemment, on avait un narratif qui était très très fort, qui était la notion d'une continuité haussière. Voilà, tout va bien, on sait que il y a des petites choses, on termine le Covid, donc il y a un regain économique qui arrive, les entreprises ressortent, les personnes ont envie de consommer, donc derrière, on va avoir un regain économique très fort. C'était le narratif de cette zone-là, d'accord ? Donc narratif très très fort, sur lequel, majoritairement, ce narratif-là était poussé par les très gros, donc que ce soit BlackRock, que ce soit JP Morgan, et on sait très bien quand on a ce type de narratif-là, c'est que tout simplement les personnes étaient en train déjà de distribuer, étaient en train justement de vendre, et donc pour vendre, il faut des acheteurs, d'accord ? C'est le principe même quand on fait de la manipulation de marché, et qu'on a comme BlackRock et JP Morgan et toute autre grosse institution énormément de bons et de liquidités à pouvoir faire, ils ne peuvent pas vendre d'un coup, d'accord ? S'ils vendent d'un coup, c'est directement, on baisse. Donc quand ils ont des millions d'ordres à faire passer, il faut créer un narratif, pour pouvoir avoir des acheteurs, parce que si je souhaite vendre, à ce moment-là, il faut que j'ai quelqu'un qui achète, d'accord ? Qui achète. Donc pour créer de l'achat, il faut un narratif positif. Il faut que les gens aient espoir, pensent que c'est bon et aient envie d'acheter, d'accord ? C'est le principe du narratif d'achat. Il faut impérativement avoir quelque chose de positif pour pouvoir distribuer ces ventes. Donc c'est le principe même de manipulation, et c'est l'image qu'il y a derrière la notion de composite man et la notion de Wyckoff qui se trouve dans la notion aussi de manipulation du marché, sur lequel on a une distribution. Quand on a une distribution, c'est quelque chose comme ça, un BC, AR, on reteste, on fait un signe weakness, on fait un UT, UTAD, et ensuite on descend, d'accord ? Ça c'est une distribution, le but c'est de créer des zones de résistance fortes. Dedans on a un narratif qui est positif, sur lequel les gens se disent ok, là c'est juste
quelque chose qui est en train de stagner, donc il faut acheter durant cette zone-là, les personnes achètent, et qu'est-ce qui se passe ? En l'occurrence, durant cette période d'achat, il y a des gros qui vendent, ça s'appelle une distribution, et ensuite on a le mouvement, chose qu'on retrouve ici avec notamment un retest ici très, très bien fait, qui est limite structurellement impeccable. Donc on a quelque chose sur lequel on sait qu'on a une forme de manipulation pour pouvoir liquider les ordres. Ça c'est quelque chose qui est certain, sûr et certain. Et il faut pas penser que c'est pas quelque chose qui est planifié, enfin qui n'a pas été planifié depuis déjà un certain temps. Il faut comprendre que les gens comme BlackRock, JP Morgan et autres sont des géants de communication. D'accord ? Il faut énormément de communication, il faut énormément à travers ça une forme de manipulation, mais ce qui est en même temps classique, qu'on retrouve déjà depuis très longtemps. Et ensuite, il faut bien comprendre que eux anticipent tout ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas réveillés en fin d'année en se disant « Bon, là, on va avoir une crise ». Non, c'est quelque chose qui avait déjà été anticipé dans des modèles de risque compliqués, c'est pas des choses que l'on retrouve malheureusement dans une analyse retail classique ou même dans une analyse institutionnelle. On est dans un cadre qui est bien supérieur. Il est bien évidemment que quand on a plusieurs milliers de milliards de dollars sous action, enfin sous gestion, l'investissement de la gestion du risque et de l'anticipation du risque n'est pas la même. Et il faut comprendre que là, le narratif était positif, on a cassé baissier. Là, le narratif, il est comment ? Je vous rappelle ce que je vous ai écrit tout à l'heure ici. Le narratif, il est excessivement négatif. Et même pour aller plus loin, sur la crypto-monnaie, on a le CEO de JP Morgan qui, malgré le fait que JP Morgan engage massivement sur la blockchain, investit massivement dans différents gros projets de la blockchain, propose à ses clients d'investir et de s'exposer aux crypto-monnaies, et est présent globalement dans l'écosystème et en train de rentrer vraiment dans l'écosystème, considère que le Bitcoin et globalement toutes les autres crypto-monnaies sont une forme de Ponzi scheme qui est décentralisée. Donc on a une forme de bashing très forte. Alors que ici on avait, tout est bon, globalement tout est bon, ici tout est mauvais, si c'est du Ponzi ça veut dire que c'est rien, ça veut dire que c'est du vent, donc ça veut dire que c'est une arnaque, donc ça veut dire que ça va plonger et derrière tout va casser. Pareil, ici, on a un narratif qui est le suivant, qui est ça va mal, l'entreprise va mal, on a les grands qui se disent que justement ils se préparent à une grosse crise économique qui va durer pendant très 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 longtemps. Ici, on est d'accord, les gros ne disaient rien. On voyait déjà des choses qui étaient en train de se faire, on voyait des actions qui étaient en train de se faire liquider, on avait des grosses prises de profit, mais globalement, le narratif n'était pas du tout le même. N'était vraiment pas du tout le même. Alors que là, on a un narratif qui est excessivement baissier. Généralement, quand c'est comme ça, moi, dans le général, c'est quelque chose sur lequel on peut se retrouver dans une zone de neutralité ou une zone de continuité baissière, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir acheter, il faut qu'il y ait des personnes qui vendent. Donc pour que les personnes vendent, il faut leur faire peur. En disant que ça allait beaucoup plus bas. C'est-à-dire que les gens se disent, ok, là on est potentiellement dans quelque chose où on va aller retravailler les 5000. On se dit, quel est l'intérêt de garder là ? Autant vendre et je rachèterai là. Le problème c'est quelle est la probabilité de descendre si bas que ça ? Quelle est la probabilité de continuer à descendre très fortement ? Et quel est l'objectif des communications et du narratif actuel ? Il faut bien comprendre ça. Quel est l'objectif qui est en train d'être effectué sur les marchés ? Quel est l'objectif d'un JP Morgan ? Quel est l'objectif d'un BlackRock ? Est-ce que les éléments ne sont pas déjà pricés de leur côté ? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils ont déjà anticipé ? Bien évidemment, pour moi, ça me fait toute évidence. Ils ont déjà une forme d'anticipation qui est bien plus avancée que ce qu'on peut retrouver. Alors quand on a un Powell qui nous dit qu'il réagit à l'inflation, je peux vous dire que BlackRock, par exemple, ou JP Morgan ne réagissent pas à l'inflation, ils anticipent. Ils ont des systèmes de gestion de risque qui sont des schémas mathématiques complexes. Il n'y en a pas qu'un, il y en a une pluralité. Et c'est ce qui va donner leur gestion du risque. Et clairement, les actifs, il faut faire très attention avec la notion de narratif. Voilà, là-dessus, c'est vraiment très conséquent. Et que, si on regarde un petit peu, là, du top jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 300 jours. On pourrait se dire qu'en effet, on pourrait aller chercher avec la notion d'augmentation des taux qui va se faire jusqu'à la fin d'année, et après on va avoir un palier qui va se faire. Durant ce palier,
Et la continuité, ça voudrait dire que on peut avoir encore une continuité de descente. Je vous ai donné les targets déjà 10 500, 9 500 au niveau du Nasdaq, et donc quelque chose qui va après zoner pendant un certain temps, peut-être 600 jours, jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est un peu l'idée de l'économie globale. Mais après, là-dessus, je vais vous inviter à faire une petite réflexion, à prendre un peu de recul. Ok, c'est pas parce qu'on est en crise que toutes les entreprises sont en crise, que toutes les technologies sont en crise. Il faut vraiment aussi comprendre ça. C'est pas parce qu'on a une récession globale, économique, que tout va mal. Bien évidemment, on a toujours des corps qui naissent, qui évoluent, qui progressent durant les périodes de crise. Et même, c'est généralement cela qu'il faut surveiller. Parce que c'est ce qui va éclater le lendemain, c'est ce qui va survivre. Et c'est pas parce qu'on a des indices qui sont une agglomération d'un ensemble structurel économique d'un ensemble de sociétés que là-dedans, il n'y a que du rouge. Que par exemple, dans ces bougies-là, toutes les sociétés qui composent le Nasdaq sont en chute. Pas du tout. Et c'est le même principe. Ce n'est pas parce qu'on est dans une cassure baissière maintenant, qu'on est dans une crise en effet macroéconomique, que le marché n'est pas en forme de pricing, ce qui va se passer 6 mois, 1 an, et que d'ordre général, même, toutes les structures et tous les corps de métier et toutes les technologies dedans vont avoir la même typologie de crise. Il faut vraiment assimiler ça. Et je pense que, majoritairement, il y a le sentiment qui est très fort. Et c'est là où, dans l'investissement et tout ce qui est notion de trading, l'émotion est très forte. Et les gens jouent énormément sur l'émotion. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut faire très attention. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Discord, qui est très important, parce que dans le Discord, il y a globalement une communauté de passionnés, où on discute de tout ça, où il y a des guides sur la psychologie, sur le trading, sur l'investissement, sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, il y a des canaux qui sont spécifiques, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, exprès dans ces périodes-là, où justement, dans ces périodes d'incertitude, où il faut arriver à faire la différence entre la réalité, entre ce qu'on ressent, de rester factuel durant ça, et que même si on a une augmentation des taux, oui, mais on savait qu'on allait augmenter les taux. En même temps, Powell ne s'est jamais caché en disant qu'il allait écraser les taux. On le sait. Qu'est-ce qui a créé aussi cette notion d'inflation ? On sait que quand on regarde le mortgage qui se trouve ici, quand on regarde le mortgage, on sait que ça, c'est directement lié à l'augmentation des taux. D'accord ? On sait que c'est directement lié à l'augmentation des taux. On a une réaction haussière qui va être très forte dès le début. Ce qui est normal par rapport notamment à la façon dans laquelle les financements d'achat immobilier américains sont composés. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, on voit que la cassure baissière se fait avant, c'est-à-dire que la plat, et ensuite on a une cassure baissière. Pareil, à plat, cassure baissière. Donc ce qu'on va attendre, ici pour se dire, c'est qu'on va avoir une cassure baissière. Et si on a une cassure baissière ici, ça veut dire qu'on aura une diminution de l'inflation qui sera forte. Actuellement, l'inflation, elle est portée par deux choses. 3 choses exactement, mais deux majoritaires. On a la notion de shelter. Shelter, c'est ça, d'accord ? C'est globalement tout ce qui est loyer, tout ce qui est achat et immobilier. Donc c'est les taux d'emprunt à 10 ans qui sont majoritairement moteurs dans l'inflation actuellement, et ce qui est le cas du mois d'août. Ensuite, on a l'énergie, d'accord ? Énergie sur laquelle on a réellement une crise énergétique, qui est lié principalement à ce qui est en train de se passer en Europe, mais pas que. Et ensuite, on a la notion alimentaire et general goods, sur lequel ça, c'est une crise d'équilibrage entre l'offre et la demande. D'accord ? À partir du moment où on va arriver sur un plateau, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va diminuer. Donc on aura une diminution du mortgage. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer, on va avoir un enlisement du conflit ukrainien-russe, dans lequel on va avoir aussi une période d'accommodation énergétique. Donc ça va prendre un peu de temps, mais c'est en train déjà de se mettre en place. D'accord ? C'est en train de se faire. Donc ça veut dire que l'énergie va se calmer, dans tous les cas, à un moment donné. Donc ça veut dire qu'on va avoir les deux vecteurs principaux qui vont diminuer. Et donc, à côté, si on a l'énergie qui diminue, ça veut dire aussi qu'on va avoir l'économie qui va repartir, la production qui va repartir, et à côté, une offre qui sera malheureusement, enfin une demande, pardon, donc l'offre va repartir, et une demande qui sera malheureusement toujours jugulée par les taux élevés, par la capacité d'emprunt, et donc
derrière, on va avoir une diminution de la demande, une augmentation de l'offre, et donc on va avoir une inflation qui va diminuer. Et donc à côté, derrière, une diminution des taux. Ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est structurel. Alors la notion de temporalité dedans est toujours très relative. C'est pareil, que se passera-t-il si jamais on a un envenimement de la Chine, de la géopolitique chinoise et américaine autour de Taïwan? Que se passera-t-il si on a une rupture de microconducteurs? Que se passera-t-il à côté si on a, pareil, un resserrement énergétique au niveau de la Russie sur les 2 prochaines années? Tout ça, ça va rajouter de la temporalité, mais qui va forcer en même temps une forme de transformation. Il est évident, quand on réfléchit un petit peu à l'économie, le principe de l'économie libérale, c'est que le marché s'autorégule. Donc on a toujours des phases de correction et des phases de neutralité durant ces phases de régulation, où le marché s'adapte à ce qui est en train de se passer. Et ce qui est logique, c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que on voit qu'on ne peut pas dépendre, par exemple en Europe, de la Russie énergétiquement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, actuellement, il y a une refonte économique qui est en train de se faire. Il y a des financements pour une diminution de la consommation. Il y a des nouveaux biais, en tout cas canaux de distribution qui sont en train de se construire et de se planifier. Il y a des nouvelles relations commerciales qui sont en train de se faire. Et tout ça demande du temps. Voilà. Mais à côté, structurellement, on sait plus ou moins comment ça va se dérouler. Et ça, il faut bien le comprendre. Les seules choses, ça va être la notion de temporalité. Combien de temps? Mais ce n'est pas gênant, parce qu'on peut rester dans une zone ici, par exemple, on peut casser et ensuite zoner. Donc faire des plus hauts comme ça, par exemple, même pourquoi pas, faire quelque chose comme ça, avant de repartir à la hausse, pendant cette phase de réajustement. Et du coup, quid des cryptos dans tout ça? Quid des cryptos, parce que là, ça fait bientôt 25 minutes que je vous parle, mais quid des cryptos là-dessus? Au niveau du BTC, si on regarde aussi la notion de BTC. BTC, déjà, je vous en parle depuis 3 plombes, mais il faut comprendre déjà 2 choses. C'est que, 1, c'est une industrie, donc qui a un certain nombre de forces, et qui a aussi des impératifs, que ce soit économique, c'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires, on a des dépenses, et qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à baisser indéfiniment sans que l'industrie en elle-même se casse totalement. Donc, ça veut dire qu'il y a des paliers sur lesquels on sait qu'on ne pourra pas forcément descendre. Deuxième chose, on a la notion de halving, qui est réglée, sur lequel on sait que tous les 4 ans, on divise par 2 le chiffre d'affaires des mineurs. En gros, c'est ça. Ça veut dire que à une date précise, qui est anticipable, qui est réglée, on sait qu'on divise par 2 ce que va gagner l'industrie qui s'occupe du Bitcoin, du minage du Bitcoin. Donc là-dessus, pareil, on va avoir des éléments clés sur lesquels on peut s'appuyer. Le Bitcoin, c'est une vision. Actuellement, c'est 40% de la totalité des cryptos. Donc ça, c'est l'état actuel. Oui, mais à côté, nous avons Ethereum qui a fait son merge, qui a diminué sa production, qui a diminué sa consommation électrique, mais surtout qui représente les use cases. Il faut bien comprendre qu'on a Bitcoin qui représente tout ce qui est monétaire, qui représente le concept de la crypto-monnaie décentralisée, et à côté, on a Ethereum qui représente la technologie de la blockchain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie de la blockchain et l'inclusion de cette technologie-là dans le monde de tous les jours? À quel point une technologie comme ceci, qui n'est pas encore utilisée, qu'on soit d'accord, qui est utilisée très partiellement, donc on n'est même pas dans une notion de bulle, la bulle pour moi n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que oui, on a eu une période très forte sur laquelle on a une grosse accélération, mais pour moi, la mass adoption, on en est très très loin. La technologie de la blockchain en elle-même est assez peu utilisée, vraiment très peu utilisée, et très peu par rapport à, même en termes de fonctionnalité, ce qu'elle aura dans 2-3 ans. Donc on est dans une phase réellement de construction d'une technologie. À quel point cette technologie, qui d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, ça je vous en ai déjà parlé, mais les différentes classes d'ingénieurs un peu partout dans le monde, où on a un tiers qui ne veulent travailler que sur la blockchain et nulle part ailleurs, à quel point cette technologie-là, dans laquelle on va avoir un investissement massif intellectuel de développement, ne va pas performer, ou en tout cas être résiliente par rapport à une crise économique qui est déjà en cours de structuration. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis bullish, et une des raisons pour lesquelles, même si on s'enfonce, ça me gênera
pas plus que ça. Ça me gênera pas plus que ça. Et quand on regarde un petit peu, et je vais terminer là-dessus, ici je suis sur la capitalisation totale boursière des crypto-monnaies, donc qui est la totalité des cryptos. Quand je la compare un petit peu au BTC, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un BTC où on est majoritairement quand même sur quelque chose qui potentiellement est un petit peu baissier, bah sur la totalité des crypto-monnaies, donc la capitalisation, donc on rappelle le BTC représente quand même 40% de ça, bah on a quelque chose qui est plutôt bullish, d'accord, on a quelque chose qui est plutôt performant. Pourquoi ? Parce que la totalité de la capitalisation représente la technologie ainsi que le concept monétaire, les deux jumelés, alors que le BTC représente une partie d'une technologie plus la représentation monétaire. Et là, on a justement un signe pour moi fort du fait que les crypto-monnaies et la blockchain, la technologie en elle-même, bah, va très bien se porter dans ce qui va arriver. Oui, peut ranger, peut être dans une zone de neutralité, mais va être résiliente à la forme économique, surtout quand on regarde que on a déjà depuis un certain temps une diminution des produits composés dans lesquels elle est intégrée, et ça sous-entend aussi que là-dessus, on va avoir moins d'impact sur les chutes financières des marchés classiques et une forme de résilience accentuée. Et c'est pour ça que, d'ordre général, je suis bullish sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, malgré le narratif actuel, parce que je prends en considération la totalité, et ça reste mon avis personnel, et la façon dans laquelle j'analyse le marché. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.